Et bonjour, et ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien spécial municipal à Nice. Aujourd'hui, notre invitée est Mireille Damiano. Bonjour à vous. Vous êtes donc à la tête de la liste Nice Front Populaire, qui réunit essentiellement des membres du collectif citoyen Viva, dont vous faites partie, et des militants de la France Insoumise. Alors, on va passer 1 heure ensemble et on ne sera pas seuls, puisque si vous aussi vous êtes actuellement en live sur TikTok, eh bien vous allez pouvoir interpeller Mireille Damiano, lui poser toutes les questions qui concernent votre quotidien à Nice et dans la métropole. Et c'est Julie qui reliera vos questions. Bonjour Julie. Bonjour Nathalie, exactement, j'ai le live TikTok sous les yeux, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, je les regarde et je les relais. Entretien qu'on pourra aussi revoir sur YouTube et France.tv. On va rentrer tout de suite, Mireille Damiano, dans le vif du sujet. Avec cette première question, est-ce que vous vous sentez d'extrême gauche ? Je vous pose la question parce que le ministère de l'Intérieur a décidé de catégoriser ainsi les listes soutenues ou investies par la France Insoumise. Est-ce que vous êtes d'extrême gauche ? Eh bien, écoutez, je crois que cette qualification, elle a été largement critiquée, y compris d'ailleurs, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça par M. Faure, qui a fait une réflexion à ce titre-là. Non, cette qualification, elle a malheureusement un but qui est problématique. C'est effectivement de nous montrer comme étant extrémistes, ce qui n'est pas le cas. D'abord parce qu'on est dans un processus qui est un processus de démocratie représentative et qui n'a rien à voir. Ceci dit, nous avons en notre sein, et je me permets de reprendre tout à l'heure ce que vous avez dit, la liste que je représente, c'est pas simplement Viva LFI, mais c'est aussi la gauche alternative, c'est aussi le NPA, c'est aussi l'Académie Occitane. Le NPA dont on pourrait dire qu'il est d'extrême gauche. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous indiquer, c'est que si parmi nous, certains pourraient peut-être recevoir ces qualifications, notre liste en tout cas ne l'est pas, mais moi ce que je veux vous dire, c'est que l'effet particulier, c'est à la fois un discrédit, c'est à la fois de faire bouger les lignes pour peut-être faire ramener l'extrême droite un petit peu plus à droite et peut-être moins, et résultat des courses aussi, à renvoyer des extrêmes dos à dos dans le but d'un discrédit effectif. Ça, c'est un but qu'on ne peut pas, évidemment, admettre. C'est quand même argumenté par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui dit que la France Insoumise, notamment par les paroles et les écrits de Jean-Luc Mélenchon, incite à la haine des médias. Il a écrit que la haine des médias était juste et saine, la remise en cause de la justice, l'intimidation des magistrats. Il a été condamné pour cela. La République, c'est moi. On s'en souvient lors de la perquisition du siège de la France Insoumise. Ce sont des arguments avancés par le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on a une espèce quand même de campagne médiatique hallucinante contre M. Mélenchon. Nous sommes une liste d'union avec plusieurs composantes et le fait que des propos aient été à un moment donné remarqués ou même, pourquoi pas, critiquables, n'emporte pas le fait que du coup nous ne soyons pas dans un process démocratique avec des gens qui le respectent et nous sommes dans un profond respect de tout ce qui est à mettre en place dans ce cadre-là. Vous avez le sentiment que ça vous fait sortir de l'arc républicain ? Mais c'est absolument le but qui est choisi. C'est pas par hasard que ça arrive juste là, maintenant. Encore une fois, je pense à cet effet double. C'est renvoyer les extrêmes dos à dos, faire en sorte que ni l'un ni l'autre ne soit accréditable, mais en même temps, ça a un effet, effectivement, de déplacer le curseur. Et donc, de ce fait, certains qui sont d'extrême droite pourraient, du coup, également se sentir plus proches du centre. Vous avez peur que ça effraie les électeurs niçois et que ça influe sur le vote ? Alors, vous savez, nous sommes sur le terrain quand même tous les jours. Notre campagne, elle est à la fois dynamique et très portée vers la rencontre avec les Niçois et les Niçoises. Et je peux vraiment vous dire que ce qui les intéresse, c'est la manière dont on va et qu'on peut gérer peut-être leur mieux-vivre et leur quotidien, et c'est pas tant la personnalité de l'un ou de l'autre. Après, je ne dis pas que dans certains lieux, effectivement, nous n'avons pas un espèce de refus comme ça, mais qui... Quel lieu ? On peut peut-être dire certains quartiers qui sont un petit peu plus... pourvus, voilà, qui effectivement peut-être s'inscrivent plutôt dans ces profils économiques-là. Mais en même temps, l'ensemble des personnes qu'on rencontre, c'est franchement pas le discours. Le problème, c'est que de plus en plus de candidats, quand on les rencontre, nous disent non, mais nous, on est divers droite ou divers gauche, et même le plus souvent sans étiquette, et qu'ils ne veulent plus afficher
leur étiquette mais politique. nous Donc à un moment revendiquons- donné, il faut aussi identifier politiquement chaque liste. Alors là, pour le coup, ce qu'on revendique fortement, c'est d'être une liste de gauche qui voulons un changement, et on n'a pas peur de le dire, qui est un changement effectivement radical, fait de débats sociaux, d'écologie et de solidarité. Je veux dire que ça nous place dans la gauche, qui est une gauche ferme, revendicative et qui a envie de peser très lourd. Une gauche radicale, ça vous irait Oui, ce ça terme? m'irait bien. C'est ce qui vous distingue des autres listes de gauche qui concourent à cette élection, ce que vous venez de dire, puisque vous êtes plusieurs listes de gauche dans la course municipale. Alors, ce qui nous distingue, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, je pense qu'on peut revendiquer très sereinement le fait que venant de l'où on vient, c'est-à-dire du rassemblement Viva, qui était soutenu par un certain nombre de formations, dont la France Insoumise, dont le PCF à l'époque, dont Génération, etc., nous avons continué à travailler très fort. Et nous avons continué à faire des propositions, et ces propositions, on les a approfondies, on les a aujourd'hui présentées de façon extrêmement fouillée, articulée et empreinte de faisabilité. Je veux dire qu'on est en train de faire des propositions aux Niçoises et Niçois qui sont des propositions qui sont faisables dans le temps, et on a même établi des calendriers de faisabilité de ces différents thèmes. Et en même temps, nous disons que ça ne peut plus durer. Je veux dire que là, le changement qu'on veut est un changement effectivement qui est radical. On n'a pas besoin peut-être d'opposition qui soit trop, excusez-moi le terme, mais un peu molle. C'était le cas du groupe d'opposition des écologistes et de Juliette Chénel qui mène la liste des écologistes, des communistes et des socialistes. Comme peut-être certains ne le savent pas, mais lorsque nous avons présenté la liste Viva, effectivement, au départ, les écologistes, en 2020, étaient dans cette réflexion. Bon. Fort malheureusement, ils ont répondu aux sirènes de M. Governatori, c'est bien dommage. Mais ce que l'on constate quand même, c'est que dans l'opposition à ce moment-là de cette mandature, c'est quand même assez exceptionnel de voir qu'un certain nombre, malheureusement peu nombreux, de candidats donnent lieu à 4 listes affichées. Donc notre revendication, outre le fait qu'on est là pour faire valoir ce programme et tout ce que nous proposons, il n'empêche que c'est impensable qu'il y ait une mandature où il n'y ait pas une opposition de résistance très forte. Mais là, vous vous voyez dans l'opposition, vous ne voyez pas maire de Nice. Non, je suis en train de vous dire que les programmes que nous faisons sont des programmes, encore une fois, sur des thèmes faisables. Donc nous nous plaçons dans une circonstance qui fait que nous pourrions les mettre en œuvre. Et si vous le voulez, tout à l'heure, on verra lesquels on va y revenir, de façon plus approfondie. Ça, c'est évidemment la première des choses, parce que les personnes qui vont mettre un bulletin dans l'urne, ils sont bien obligés, de nous connaître, et surtout de savoir ce qui pourrait advenir si, effectivement, nous étions, entre guillemets, l'expression est aux manettes. Ça, c'est une première chose. Il faut que l'on soit à la fois cohérent, sérieux, crédible, et qu'on ne fasse pas des promesses complètement folles. Mais au-delà de ça, je veux dire que l'hémicycle est fait d'un certain nombre de tendances, et y compris des tendances fortes d'opposition. Donc, ce que j'entrevois de ce qui s'est passé, moi, ne me convient pour le coup pas du tout. La manière dont l'opposition s'est à la fois divisée et opposée trop mollement, selon vous, à Christian Estrosi ? Bien sûr, bien sûr. Et je crois que, très sincèrement, face à un danger qui est exceptionnel. On est dans une 5e ville de France dans laquelle cette ville peut basculer vers l'extrême droite, soyons clairs. Même si j'ai quand même l'habitude de dire de façon assez coutumière que ce que j'entends des propos de M. Estrosi qui sont de plus en plus dérivés vers des propos d'extrême droite, en fait. Et ceux de M. Ciotti Vous pensez à quels propos en particulier ? À ceux qu'il porte, par exemple, sur la manière dont on traite les personnes étrangères, sur les clips, les vidéos qu'il a fait passer, sur la manière dont on peut jeter une certaine catégorie de personnes, sur le fait qu'on impute toute la responsabilité d'une certaine délinquance aux étrangers qui pourraient faire l'objet d'ailleurs d'OQTF. Quand on entend M. Ciotti, très sincèrement,
ce sont les mêmes propos. Donc je dis que c'est totalement poreux. On est là entre de la droite dure jusqu'à l'extrême droite. Ce danger-là, nous, on en est extrêmement conscients. Donc devant ce danger, il faut qu'il y ait une réaction qui soit franchement la plus forte possible et la plus rassemblée possible, puisque je sais bien que le propos des personnes aussi qu'on rencontre, c'est le propos de la situation, de ce qu'il y a à voir aujourd'hui, à savoir effectivement deux listes. Hein. Et on va en parler. Voilà. Oui, c'est une question qui est revenue plusieurs fois, justement, cette question d'une éventuelle union des listes de gauche au second tour. C'est une possibilité pour vous, vous y croyez? Alors, moi je vais vous dire, vous pouvez regarder tous nos communiqués et toutes nos communications depuis janvier 2025, hein, où nous n'avons pas malheureusement pu accéder à un processus de mise en place de ces élections de 2026, parce que nous étions considérés comme une espèce de force de société civile lambda, oui, alors que nous sommes effectivement une force politique. En effet, que les écologistes, les socialistes, les communistes ont voulu d'abord négocier sur la composition de la liste et le programme avec la France Insoumise, mais sans le collectif citoyen que vous représentez, Viva. Absolument. Et donc la France Insoumise a décidé de ne pas participer. C'est ça. Et estimant, ce qui est plus ennuyeux dans le process, c'est que estimant qu'il fallait un temps de réflexion qui soit plus partidaire. Hein. Ensuite, une ouverture à la société civile, et puis peut-être après, une ouverture du programme. C'est pas du tout comme ça qu'en tout cas le Rassemblement Viva, ni même ceux qui composent aujourd'hui la liste, n'entendent la manière dont on va pouvoir construire ce programme. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, nous n'avons jamais dit que c'en était terminé. Bien au contraire. Je veux dire, moi je suis un peu optimiste. Hein. Je me dis que par rapport au danger que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est impensable que des personnes qui se revendiquent de valeurs de gauche puissent pas, à un moment donné, se dire là, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, je ne parlerai pas d'union, hein, parce que on n'a pas forcément des positions qui soient similaires, bien évidemment. Hein, mais je parlerai simplement de liste unitaire. C'est pas du tout la même chose. De fusion de listes. Oui, bien sûr. À un moment donné, nous avons toujours dit, mais nous aurions souhaité que ça soit dans la première phase. Ça ne l'a pas été, avec des lignes rouges qui sont malheureusement commandées, et peut-être même plus localement qu'ailleurs. Parce que, je veux dire par là que si vous regardez France Entière, par exemple, on a des listes LFI-PCF sur au moins 80 villes en France. On a en Antibes, juste à côté, on a une liste LFI écolo. On a des possibilités qui font que l'idée même de ce rassemblement n'est pas impossible, même du côté des commandements nationaux. Il paraît que vous vous entendez bien avec Juliette Chénel. Vous vous connaissez, vous vous appréciez? J'ai entendu ce qu'elle a dit, mais effectivement, moi, j'ai aucun problème avec Juliette Chénel, bien qu'on a communiqué depuis longtemps, qu'on échange, et on est des gens qui sommes bienveillants, et bon, voilà. Ce que je dis simplement, c'est que l'idée de simplement dire on verra au deuxième tour si on est en mesure d'eux, ça m'inquiète un petit peu. Moi, je suis sur une ligne de rassemblement le plus large possible, encore une fois, dans une idée de barrage. Non, le premier tour, soyons clairs et raisonnables. Nous avons été contraints, du coup, dont acte, de prendre des chemins qui sont des campagnes qui sont en parallèle, si j'ose dire, avec peut-être vous allez peut-être le dire, mais des méthodes d'intervenir sur le terrain qui sont peut-être un petit peu différentes, en tout cas qui nous appartiennent, sur une espèce d'ADN que nous avons hérité de Viva avec l'ensemble des partenaires qui y étaient et qui le sont encore. À partir de là, on verra effectivement ce qu'il en advient. Mais je crois que la question n'est pas de savoir à combien les pourcentages seront. Je veux dire que la réalité, c'est faire barrage. Je veux dire, c'est impensable. Mais le pire des scénarios pour vous, et est-ce que vous craignez cette option-là, que la liste de Juliette Chénel arrive en tête, qu'elle dise de bonne foi
je me maintiendrai, elle nous l'a encore redit, mais que les instances nationales des partis socialistes, Europe Écologie Les Verts, etc., donnent pour consigne de se retirer pour faire front républicain face à Éric Ciotti. Je ne pense pas qu'il y ait une demande de cette sorte-là de retrait. Très sincèrement, je ne le pense pas. C'est ce qui s'est passé au régional, par exemple. Par exemple, c'était compliqué, les régionales. Bon, très compliqué. Mais non, je ne pense pas qu'en l'état, les annonces qui sont faites seront suivies. J'ose espérer que, justement, les instances nationales reviennent sur ces lignes rouges qui nous ont été dites de façon très catégorique. Et encore une fois, je pense qu'il y a un problème de responsabilité, vraiment, devant la situation niçoise. Julie, je suis curieuse de connaître les premières questions des On internets. a une première question qui nous remonte, qui vient de Chantal, qui réside à Nice. Elle veut connaître votre opinion personnelle sur Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Écoutez, moi, je l'ai entendu par plusieurs fois lors de meetings sur le fond, je ne sais pas, d'opposition sur des questions de fond. Est-ce que ce n'est pas le forcément... pire de votre pire VRP qui puisse exister pour... Non, mais écoutez, à un moment donné, il a une parole qui est une parole effectivement forte, peut-être clivante. Sur le fond, on peut être en opposition quelquefois sur des problèmes, je dirais pour certains, de politique internationale, disons-le peut-être, bon, mais qui n'ont pas d'influence sur la situation municipale. Moi, je suis ici avec des camarades avec qui on travaille depuis 5 ans, même plus. Et je voudrais quand même dire la chose suivante. Rappelons-nous les législatives, quand même. Soyons juste un petit peu sérieux. On est lors des élections législatives. On a le nouveau Front populaire qui présente des candidats, écologistes, PS et FI. On a un ensemble de personnes qui sont d'un enthousiasme incroyable pour soutenir de la même manière les uns et les autres. Et on viendrait nous dire aujourd'hui que ça pose un problème alors que les résultats qui ont été faits sont étonnamment extraordinaires à Nice. Un deuxième tour à Nice dans ces conditions-là, c'était déjà une très bonne chose. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je dis qu'il faut conserver l'esprit, même si nationalement c'est peut-être compliqué, mais conserver l'esprit, et c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, du nouveau Front populaire. Et là, il y avait un certain nombre de tendances diverses, dont des gens qui apprécient ou pas M. Mélenchon, peu importe. Il y avait aussi d'autres structures, d'autres organisations qui, tout en même temps, étaient réunies pour atteindre un certain but. Moi, c'est ça que je recherche aujourd'hui. Vous dites que les questions internationales n'influent pas sur le scrutin local, mais enfin, on a bien vu que selon qu'on est un maire de gauche ou de droite, on avait un drapeau israélien ou un drapeau palestinien au fronton de notre mairie. Et puis, quid des réfugiés ukrainiens, d'éventuels réfugiés vénézuéliens ou iraniens. Enfin, on voit bien que les positions internationales de vos leaders politiques peuvent influer sur la politique municipale. Non, mais là, si je peux me permettre, justement, parce que j'étais effectivement extrêmement impliquée dans le fait que, et je m'en réjouis, nous avons réussi à faire baisser ce drapeau israélien de la mairie, mais c'est tout simplement, le respect du droit international. Et je ne pense pas qu'il y ait parmi nous des gens qui ne soient pas favorables au respect du droit international. Et surtout, la neutralité des bâtiments publics. Je veux dire, ce que nous avons fait valoir, c'est ça. Donc il n'y aura pas de drapeau palestinien au fronton de la mairie si vous êtes élu ? Mais non, il n'y aura pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a deux choses. On doit parler à l'ensemble des communautés. Bon, on ne peut pas, au seul visu d'un mur de mairie, entraîner une communauté par rapport à une autre. C'est clair, ça. Bon. Et par ailleurs, il ne faut jamais, alors ça je crois que ça n'était pas le débat, mais il ne faut jamais être en contradiction avec la politique internationale menée par la France, puisque c'est une sphère régalienne. On ne peut pas intervenir. Donc de ce point de vue-là, ça ne me pose aucun problème et je n'ai pas d'inquiétude sur ce qu'il pourrait advenir par rapport, par exemple, aux réfugiés ukrainiens. Alors, ça ne ressort pas de la mairie, d'ailleurs, ça ressort de la préfecture. La préfecture a fait des efforts assez considérables. Ce que nous disions, nous, tout simplement, les uns et les autres, et moi en particulier, c'est de dire que si on faisait les mêmes efforts, peut-être pour les migrants qui viennent d'autres points du monde, ça serait bien aussi.
Oui, parce que c'est un de vos grands engagements et on en parlera dans la troisième partie de cet entretien puisque vous êtes avocate et que vous avez longtemps milité aux côtés des migrants. Julie. Peut-être juste une dernière question politique sur le ralliement de Jean-Marc Governatori, donc de l'écologie au centre, au candidat UDR, Éric Ciotti. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Ma réaction, c'est que j'ai entendu le mot utilisé de clarification. Bon, je crois que c'est Juliette Chenel qui nous l'a dit. Oui, ça me fait assez sourire, hein, parce que je pense qu'il y a 6 ans, nous n'avions aucune espèce d'interrogation sur le fait quand même que c'est un personnage qui s'est toujours affiché d'une écologie de droite. Il n'y a pas photo. Hein, bon, donc c'est malheureux qu'il y ait eu cette alliance-là, mais en tout état de cause, ça ne nous surprend pas. D'ailleurs, il avait en plus tenté d'obtenir un certain nombre d'avantages, que ce soit de la région, d'ailleurs, que ce soit même de M. Estrosi, ou que ce soit... Bon, on a bien vu quel est le personnage. Je veux dire que le fait qu'aujourd'hui, il choisisse ce camp, moi, ça ne me surprend pas. Et effectivement, comme ça, au moins, les votants et votantes à Nice seront éclairés clairement. Quel regard vous portez sur le climat de tension particulier qui règne à Nice, notamment dans cette guerre sans merci qui oppose aujourd'hui Christian Estrosi et Éric Ciotti ? Et comment vous vivez cette campagne de l'intérieur ? Alors, je vais vous dire ce que j'en pense sur un plan assez particulier. On est dans un état, malheureusement, où les personnes sont totalement désabusées, hein, où elles estiment que tous les politiques sont des pourris, qu'ils sont tous pareils, qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bon. Et quand on entend le niveau de ce que s'envoient les scuds, hein, de l'un et de l'autre, et réciproquement, en ce qui me concerne, je trouve ça d'un effet absolument désastreux. Parce qu'en réalité, ça accrédite la thèse que, décidément, le débat politique, il est fait de sorte que les gens s'en éloignent. S'éloigner de la chose publique aujourd'hui, c'est ne pas voter. Et ce que nous disons aux gens rencontrés, c'est ça. Je veux dire, mais enfin, arrêtez de faire des cadeaux. Parce qu'en ne votant pas, vous faites un cadeau à des personnes qui, de toute façon, vous montrent un comportement qui est franchement difficile à accepter et qui n'a d'incidence que finalement de vous empêcher de dire ce que vous avez à dire et à qui ça rapporte, à qui ça profite, excusez-moi, mais à ceux qui entretiennent ce climat. Donc on est dans un espèce comme ça de cercle infernal où ceux qui se comportent le plus mal dans cette campagne, à travers ce que vous dites, ça a précisément pour incidence de couper de la chose publique ceux qui en ont le plus besoin du changement. Et que vous disent les Niçois sur le terrain ? Mais les Niçois nous disent finalement notre parole n'est pas entendue jamais. Donc vous venez nous dire que vous avez un programme qui pourrait nous changer la vie, qui pourrait faire que nous vivions mieux à plusieurs titres. Mais finalement, est-ce que c'est possible alors que ça fait des années et des années qu'on nous laisse dans le désarroi total ? Moi, franchement, c'est cette question-là qui me taraude. C'est comment est-ce qu'on fait pour redonner confiance aux personnes de manière à ce qu'elles pensent que peut-être un jour leur parole va peser. Vous avez évoqué des tas de choses sur le problème, par exemple, des chants que nous présentons. Moi, il y en a un que je pense être quasi fondamental, c'est celui de l'exercice de la démocratie locale. Vous savez, quand on demande à quelqu'un, faites aussi un micro-trottoir, si vous faites un micro-trottoir, et que vous demandez aux gens, comment vous faites là où est-ce que vous tapez, à quelle porte, pour dire ce que vous avez à dire ? Comment est-ce que vous pouvez dire, tiens, pour le quartier, j'ai tel projet, je fais ci, je fais ça ? Vous serez étonné des réponses, personne ne sait. Personne ne sait comment se passe aujourd'hui cette fameuse démocratie, entre guillemets, participative que l'on nous vend au travers d'une plateforme qui ne fonctionne pas. Après, ce que nous disent beaucoup de maires, c'est la démocratie participative, tous les électeurs la réclament, et puis ensuite, quand on fait des réunions le soir, il n'y a personne. Parce que ça demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande d'être informé. Voilà, il faut peut-être avoir la volonté politique que les gens le soient. Ce que nous avons proposé, c'est effectivement des assemblées citoyennes de quartier, puisqu'il n'y a plus de conseil de quartier, plus personne, bon, très bien, et que pour éviter la surreprésentation, parce que vous avez raison de dire que
Le risque, c'est que les mêmes se présentent parce qu'il y a des gens qui sont plus informés que d'autres. Et ce qu'on a prôné, c'est un système aussi qui fonctionne dans d'autres régions, en région ou même pays, c'est un système de tirage au sort. Qui est parfaitement possible, à la fois sur les électeurs et les habitants et les habitantes des quartiers. Un peu comme pour les jurés d'assises, mais du coup, ça rend leur présence obligatoire Ah non, c'est sur le volontariat. Ah. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette espèce de désertification de la chose publique comme ça, de cet éloignement, il est absolument catastrophique. Et il est précisément entretenu par ceux dont vous parlez, qui entretiennent des débats qui sont franchement indécents. Alors justement, en parlant de débats indécents, il y a une charte qui a été signée au début de cette campagne, à l'initiative du Club de la presse des Alpes-Maritimes, que vous avez signé, que tous les candidats ont signé. Absolument. Qui s'engageaient à se comporter correctement avec les journalistes. Les journalistes aussi s'engageaient évidemment à faire leur travail correctement, mais enfin ça, on n'avait pas besoin de signer de charte pour le faire, on le faisait déjà. Mais les candidats s'engageaient aussi à un respect mutuel entre eux. Elle n'est pas respectée, cette charte? Apparemment pas, parce que ça ressort quand même de ce qui peut être considéré quelquefois comme des insultes, finalement. Vous pensez à je veux dire que les petits échanges entre les comparaisons avec animaux, etc., ou même des allégations de comportements qui ne soient pas vertueux, c'est juste pas possible, quoi. Alors j'avoue que je n'ai pas la ref, comme disent les jeunes, sur les animaux. Il y a une comparaison, me semble-t-il, avec je ne sais plus quel animal. On ira chercher. Voilà. Mais ce qui se veut dire, c'est que c'est prendre quand même les gens qui lisent et les auditeurs pour bien peu de respect, quoi. Justement, on va aller dans le fond des choses maintenant. On va aborder votre programme. Oui. Alors, il y a un point fort et qui fait beaucoup parler à Nice, c'est des transports gratuits pour tous. Oui, alors absolument. Gratuit pour les usagers, pas pour les contribuables. Ça va coûter combien? Alors, on a fait une étude qui est une étude effectivement approfondie parce que, bien évidemment, quand on modifie les choses, il y a des éléments de dépenses qui peuvent disparaître. Alors, j'ouvre une petite parenthèse parce que, effectivement, ça peut toucher aussi du personnel qu'il faut quand même recaser avec une formation qui puisse aller de pair. On ne peut pas dire aux contrôleurs, par exemple, ou à ceux qui s'occupent de la billetterie, je ne sais pas ce que vous allez faire. Donc, on va estimer qu'il faut à la fois reformer et réorienter, ce qui est tout à fait possible. Et puis, on a chiffré. Parce qu'il nous faut, pour ce faire, alors attention, quand on le dit, on n'est pas en train de dire que ça se fait en 1 an, 2 ans, 3 ans. On a un calendrier, je n'aime pas le mot timing, on a un calendrier qui a été effectivement étudié pour récupérer ce que nous avons à peu près chiffré à 75 millions d'euros. Comment ? 75 millions d'euros annuels. Il y a deux choses. Non, il y a deux choses. Il y a le levier qui est celui de la taxe mobilité sur les entreprises, pour la bonne raison qu'elle est ici absolument ridicule et qu'on peut au moins la faire évoluer jusqu'à celle de Paris, ce qui serait à peu près de la montrer par 3 et qui ferait récupérer déjà à peu près 40 millions d'euros. Et il y a aussi la taxe séjour. Et la taxe de séjour, c'est très intéressant, puisque si on l'élève aujourd'hui, elle est tellement ridicule pour des 4 et 5 étoiles, elle est à moins de 5 euros. Moins de 5 euros. Si on la fait évoluer à quelque chose qui, à Paris, est de 15,70 € si je ne m'abuse, on gagne là aussi 20 à 25 millions d'euros. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible à mettre en œuvre en face des financements qui pourront permettre cette gratuité. Et du coup, à partir du moment où on dit que le transport gratuit, moi j'aime bien cette expression, c'est un bien commun. Aller, venir, c'est un droit qui est un bien commun. Et ça n'a pas simplement une vocation économique, parce que bien sûr, tant qu'à faire, c'est mieux parce qu'on ne va pas payer le ticket. Mais en même temps, ça a un effet évidemment sur l'écologie, sur le fait qu'on ne prenne pas la voiture, et sur le fait aussi, moi j'y tiens beaucoup, sur le fait du lien social. Vous savez, quand vous êtes dans le tram et que vous entendez des jeunes qui viennent de quartiers dits périphériques et qui disent « on va à Nice »,
Vous dites, non, mais il y a un problème là. Ils s'estiment hors de Nice, ils vont à Nice. Si on veut la recréation par le mouvement libre des personnes d'un quartier à l'autre, du centre à la périphérie, l'aspect gratuit, il est tout à fait fondamental. Alors, vous parliez d'un calendrier progressif. Oui. Qui va pouvoir en bénéficier et dans quel ordre de priorité ? Alors, on a effectivement des possibilités. D'abord, il faut très sincèrement, avant que il faut faire un constat exact de ce qui existe et de comment on l'élargit. Pourquoi ? Parce que si vous dites transport gratuit, ça veut dire que vous allez gonfler l'offre. Oui, c'est ce que Évidemment, j'allais vous dire. Il y aura forcément plus de voyageurs. Exactement. Donc il faut Ça, séquencer. vous l'avez estimé dans votre oui, chiffrage ? parce qu'il faut séquencer différemment. Je veux dire qu'il n'est plus possible d'espacer les rames comme elles le sont, et il faut forcément en raccourcir le séquencement. Donc en faire passer Hein, plus et en souvent, faire donc en passer plus commander. souvent. Donc ça impose un Bien délai. sûr, mais je veux dire qu'à partir du moment où on peut commencer par exemple, les fins de semaine, après on peut élargir, et puis évidemment ça concerne aussi les bus, et ça concerne bien tout le monde, mais à partir du moment où on fait cet effort sur le financement, nous ne sommes pas de ceux qui pensons qu'il faut que les touristes payent, quoi. Il est gratuit, et très sincèrement... Contrairement à l'autre liste de gauche, Oui, qui pense. veut faire payer les Oui, j'ai touristes. entendu. Ben non. Nous pensons qu'à partir du En moment même temps, où on met ces leviers... Vous allez Non, les faire passer quand même à la caisse au niveau de la taxe de séjour, c'est ce que vous nous Bien disiez. sûr, mais je veux 15 dire euros par jour, c'est pas rien. Non, mais tout à fait. Je veux dire qu'à partir du moment où ce levier il est mobilisé pour ceux qui sont en capacité d'aller dans les 4 et 5 étoiles, très sincèrement, ce n'est pas forcément eux qui prennent le tram, hein, entre nous. Bon. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de raison non plus de faire des classifications de personnes qui nécessiteraient du coup, le maintien d'une certaine billetterie et le maintien des contrôles. Donc ça pas, en ce qui nous concerne, ce n'est pas ce que nous avons choisi de proposer. Julie. Des touristes, il y en a beaucoup à Nice, Oui. Particulièrement avec le carnaval de Nice, Oui. dont le coup d'envoi a été donné hier. Vous voulez mettre en place également la gratuité pour l'accès au carnaval de Nice. C'est Oui. un sujet qui revient régulièrement. Vous pouvez nous expliquer comment vous comptez vous y prendre ? C'est un sujet qui nous a d'ailleurs émus avant même ce carnaval-là, hein, puisqu'on a déjà procédé à des demandes et des communiqués sur ce plan en rappelant ce qu'était le carnaval dans son aspect de fête populaire. Bon, ce qui nous avait éminemment choqué, vous savez, c'est ces grands murs noirs qui entourent la place Masséna et qui fait qu'on a une barrière qui est à franchir, sauf si vous avez un enfant qui est déguisé. Ça, vous voulez enlever. Bah, Mais de mémoire, il me semble que c'est la préfecture qui l'impose pour des raisons de sécurité. Oui, mais les raisons de sécurité, elles se discutent aussi de savoir comment est-ce qu'on les met. Mais la gratuité, et je dois dire quelque part, j'utilise quelquefois ce mot aussi, mais on suscite des choses, hein, parce que j'ai envie de vous dire, on est un peu inspirant. Quand on a fait ces réflexions sur le carnaval gratuit et qu'on l'a demandé, comme par hasard, il y a eu effectivement un défilé sur l'avenue Jean Médecin qui est devenu un défilé un peu à l'ancienne. Bon, c'est un début. Nous, on voudrait aller jusqu'au bout, effectivement, de cette gratuité. Après, quand on vient déguisé, c'est déjà gratuit. Hein. Certes, mais bon, c'est une obligation. Alors, je ne dis pas que c'est une contrainte désagréable, mais c'en est une quand même. Et ce serait gratuit de partout, dans toutes les zones du carnaval de Nice. Bah oui. Alors, on va aborder le chapitre du surtourisme contre lequel vous voulez lutter. Vous vous opposez à l'extension du terminal T2 de l'aéroport, mais les travaux sont bientôt terminés. Oui. Vous voulez réduire les bateaux de croisière, mais on a vu comment Christian Estrosi a dû négocier avec le préfet, en tout cas a dû se soumettre aux règles imposées par la préfecture. Vous voulez aussi réduire les locations touristiques. Là encore, le tribunal administratif a limité l'action de Christian Estrosi qui allait dans ce sens. En quoi vous serez plus fort que lui face à la justice et face à l'État ? Non, mais le surtourisme, c'est une question qui est effectivement assez complexe, en ce sens que ce que nous disons, et on le dit de façon très claire, on n'a rien contre le tourisme et les touristes. Hein. Mais à un moment donné, ce qu'on dit, c'est qu'on est dans un point de bascule. Le point de bascule, c'est-à-dire que les désavantages liés à ce qui est une option économique unique tournée vers le surtourisme, ces effets négatifs deviennent supérieurs à l'avantage qu'on en tire.
Et il y a peut-être quelque chose, moi, qui me hérisse aussi un petit peu, quand on entend en disant « Oui, mais cette situation d'événementiel, cet effet d'attirer comme ça et d'être la ville du sud d'Europe la plus attractive, etc., ça a un effet de ruissellement. » Bon. Et moi, ce que j'ai souhaité quand même dans la présentation qu'on fait, c'est de démonter cette idée de ruissellement. Ça ne ruisselle que sur certains et franchement pas sur les Niçois et Niçoises. Donc, bon, il faut arrêter. En termes d'emploi, quand même, il y a énormément vous avez raison. de Niçois qui vivent de Mais cette vous activité avez raison. touristique. Alors d'abord, ce sont souvent des emplois qui sont des emplois saisonniers, qui ne sont pas pérennes, avec assez peu de qualifications, il faut bien le dire. Et l'idée que l'on développe, c'est qu'on est dans une région qui est assez extraordinaire quand même, hein. On est dans une région où on a des entreprises tournées vers la mer qui n'existent pas, tournées vers la montagne qui n'existent pas non plus. Donc quand on dit on veut arrêter le surtourisme, ça n'a pas simplement des effets sur comment on fait par rapport aux zones de logement qui sont trop envahies par ce surtourisme, c'est aussi de prendre définitivement une réorientation économique régionale qui fasse que, enfin, on puisse accueillir des entreprises qui ont une autre vocation que celle d'être dans le tourisme. C'est possible. Hein. Alors, on a dans le domaine, par exemple, de l'écologie, dans le domaine de la réfection des bâtiments, dans le domaine de l'aménagement du bâti, on a des tas de possibilités. On a aussi des possibilités d'ouvrir vers la mer. On ne s'en sert autrement que pour les croisiéristes. Hein. Je veux dire que ce qu'il faut entrevoir quand on dit non au surtourisme, c'est toutes ces réorientations-là. Elles sont déclinées dans ce que nous proposons effectivement et elles sont conscientes de ce que vous dites, à savoir il faut préserver le fait que des personnes puissent encore travailler. Mais vous savez, les effets du surtourisme, malheureusement, ça a un effet tel sur le logement et sur le prix du logement qu'actuellement, les entreprises qui cherchent des employés ici, ils ne les trouvent pas parce qu'ils ne se logent pas. Les étudiants ne peuvent pas y rester parce qu'ils ne peuvent pas envisager de se loger. Donc, à un moment donné, les effets du surtourisme, c'est autre chose que dans la rue, il y a trop de touristes. Hein. Alors, puisqu'on parle de tourisme et de logement, vous qui êtes avocate, vous faites comment pour réduire le nombre de Airbnb quand on voit que Christian Estrosi, qui a essayé d'imposer des quotas par quartier, il n'y a pas réussi, le tribunal administratif a dit non. Vous savez pourquoi ? La décision du tribunal administratif, elle est très technique. Elle ne dit pas que la manière d'imposer des quotas, elle dit surtout que la manière de les avoir imposés n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été compté dans le nombre de résidences, les résidences secondaires. Et le tribunal dit, vous avez décompté les résidences principales, vous n'avez pas considéré comme des logements les résidences secondaires. Et votre calcul des quotas n'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les mettre en place. Hein. Ça veut dire simplement qu'il faut peut-être faire des calculs de quotas qui soient corrects, d'une part. Et par rapport aussi au Airbnb, je veux dire, moi, je veux bien qu'on dise qu'on a tout mis en place, mais enfin, ce n'est pas parce qu'on va passer des employés de contrôle de 7 à 10 qu'on va contrôler tous les Airbnb irréguliers. Si vous allez sur la plateforme et que vous regardez, et puis que vous regardez après ce qu'il y a dans la rue de Venise, par exemple, ou même ailleurs, hein, vous vous rendez bien compte que tout ça, il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarés du tout. Bon, donc ça veut dire que la volonté de le contrôler, c'est mettre en face un certain nombre de moyens et pas trop faire semblant. L'extension du terminal 2, vous ne pourrez pas l'arrêter. Les travaux sont presque terminés. Les travaux sont terminés. pratiquement terminés. Moi, ce qui est absolument pénible à constater, c'est que malheureusement, il y avait des avis qui étaient des avis négatifs, hein, avec une enquête publique qui a déterminé que les gens étaient contre effectivement cette extension. Bon, il y a un recours actuellement qui est encore en cours. On va voir quelle vocation il a à réussir ou pas. Mais en tout cas, il y a des limitations qui sont encore possibles. Hein. Sur le nombre de vols, je veux dire que tout cela a été prétendument fait pour des conditions de travail et des conditions d'aménagement du bien-être des passagers et passagères.
Je pense que non, parce que la réalité, c'est, et vous l'avez entendu 36 fois, c'est 80 vols de plus par jour. C'est évidemment une pollution développée à la vitesse grand V. C'est une accumulation de particules fines dont on ne sait pas que faire. Donc c'est juste pas pensable. Donc effectivement, les travaux, ils sont ce qu'ils sont. Mais sur la gestion du nombre de vols et l'extension du nombre de vols, on peut encore y faire quelque chose. Et puis, juste à côté de l'aéroport, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les jets privés. Les jets privés qui, quelquefois, font des démarrages et des décollages et atterrissages pour des 200, 300 km. Hein. Ça, vous voulez l'interdire? C'est juste pas possible, ça non plus. Hein. Il faut réduire ça très fortement. Sur la question du logement qui est crucial, oui. vous l'avez dit, pour les Niçois et les métropolitains. Julie, est-ce qu'on a des questions? Oui, il y avait beaucoup de questions. C'est une problématique qui intéresse les Niçois. Justement, on a évoqué la question des Airbnb. Il y a les résidences secondaires aussi. Oui. Ça, est-ce que vous comptez réguler les logements vacants, les résidences secondaires? Sur les résidences secondaires, je pense pouvoir dire que nous sommes les seuls à avoir effectivement abordé ce propos en disant qu'on a une faculté possible, de par la loi, de les limiter. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement imposer que dans un acte notarié, il soit précisé que le bien qui est un bien vendu ne le soit qu'à usage de résidence principale. La loi le permet. Donc, il faut le mettre en œuvre. Ensuite, il y a d'autres leviers possibles. Hein. Les logements vacants. Vous annoncez que vous voulez exproprier Il y a deux choses. Hein. Il y a d'abord, avant que d'exproprier, il y a des possibilités pour la mairie de préempter. Vous savez que chaque vente est annoncée. Je veux dire qu'il y a une déclaration. Parfois, c'est vacant, mais pas loué, pas vendu. C'est en l'état. Oui, non, mais, ça reste comme ça pendant des années. Le premier plan, c'est de savoir ce qui est vendu. Et si par hasard, ce qui est vendu n'intéresse pas la possibilité de faire des logements qui soient des logements, par exemple, sociaux. Bon, ça, la mairie a, par la déclaration d'intention d'aliéner, elle a toutes les ventes. Donc déjà, il y a beaucoup à faire sur vérifier cela. Ensuite, effectivement, il y a une quantité de logements qui ne sont plus habités depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelquefois, malheureusement, des aménagements, des travaux qui sont trop onéreux pour les propriétaires qui n'arrivent pas à le faire. Il faut donc mettre en place des plans de rénovation. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on peut mettre la barre à un peu plus que 2 ans, à partir du moment où, dans ce cadre-là, la négociation avec ces propriétaires, c'est soit, effectivement, ils mettent sur le marché locatif le logement, soit on met en route une procédure qui est une procédure d'expropriation. Mais il y a divers paliers et diverses possibilités. Les jets privés, la taxe de séjour, l'expropriation, il ne fera pas bon d'être riche à Nice si vous êtes élu maire? Eh bien, écoutez, moi, je ne suis pas sûre que notre liste soit à vocation de privilégier les uns par rapport aux autres. Voilà. Ce qui nous intéresse, malheureusement, c'est qu'on a un habitant, on n'arrête pas de le dire, mais c'est quand même hallucinant, on a quand même un Niçois, Niçoise sur 5 en dessous du seuil de pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on s'intéresse aux plus riches ou est-ce qu'on s'intéresse aux précaires? Nous disons que le vivre ensemble, c'est faire que tout le monde puisse au moins vivre bien, peut-être en dehors de bien, mieux. Hein. Vous n'avez pas peur de faire fuir quand même toute une frange aisée de la population niçoise? Je n'y crois absolument pas. Parce que les personnes qui le peuvent, elles y viennent parce qu'encore une fois, on est une région fabuleuse, elles y viennent parce qu'il y a des aménagements qui les reçoivent, et vous croyez que parce qu'on aura peut-être fait cesser un vol sur 2 de jet privé, ça va empêcher les gens de venir? Certainement pas. Un mot sur la sécurité, la police municipale, vous la désarmez? Alors, j'ai regardé avec attention les projets de loi. Vous savez qu'il y a un projet de loi sur les polices municipales qui ne sont que la continuation des revendications de certains maires de vouloir renforcer les pouvoirs de la police municipale. Moi, ce qui m'inquiète quand même par rapport à la police municipale, c'est en fait la fonction qu'on veut lui donner. Je veux dire par là que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est eux qu'on envoie au front en premier. Donc, on les met effectivement dans des situations quelquefois de danger. On l'a vu pour l'attentat de la basilique. Absolument. Et d'autre part, on a toujours une confusion extraordinaire entre les missions de la police
municipale et les missions de la police nationale, alors que ce sont des compétences qui sont différentes, administratives ou pas. Le fait de dire simplement on renforce la police municipale par le fait de pouvoir les armer, je ne dis pas qu'il faille là maintenant tout de suite faire en sorte qu'il n'en ait pas, parce qu'on pourrait nous dire vous les mettez un petit peu en danger. Je dis simplement qu'il faut d'abord respecter ces compétences-là, surtout, et j'espère que ces dispositions-là ne vont pas effectivement être votées, parce qu'au-delà de ça, il y a un effet discriminant qui est extrêmement dangereux. Ce que l'on dénonce, c'est justement un certain nombre de contrôles qui soient des contrôles discriminatoires ou dits au faciès. Si on renforce la possibilité de contrôler des identités ou de mettre en place des amendes forfaitaires qui sont éminemment discriminatoires d'ailleurs, par définition, on va susciter des litiges qui sont extraordinairement dangereuses, des litiges dangereux. Donc la police municipale doit rester une police de proximité. Par rapport au fait de l'armement, on fait un bilan exact de ce qui se passe et progressivement, effectivement, on renforce les compétences de l'un et les compétences de l'autre sans les mailler. Mais justement, la sécurité, c'est quand même une des préoccupations majeures des Niçois, ils nous le disent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels moyens vous donnez-vous à la police municipale ? Vous dites qu'il faut plus de policiers nationaux pour que la municipale intervienne moins. Vous savez, samedi dernier, on était au Moulin et les personnes, évidemment, s'interrogent et parlent de la sécurité, en disant qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'ils nous décrivent quand même est inquiétant. Ce qu'ils nous décrivent, c'est des policiers municipaux qui passent un peu le matin, qui passent un peu l'après-midi, et stop, quoi. Donc, quand on parle proximité, on parle d'une présence qui est une présence pérenne. Mais donc, vous augmentez leur nombre pour qu'ils puissent être plus souvent sur le terrain ? Il faut qu'ils soient plus sur le terrain, ça c'est évident, mais il faut organiser les passages de manière conséquente sur le terrain, ça c'est sûr. Il ne faut pas qu'ils soient plus nombreux. Plus nombreux, là, peut-être sont-ils insuffisamment en nombre, ça c'est possible aussi. Mais ce que je veux dire par là, que les gens nous demandent le fait qu'on puisse avoir la possibilité de les interpeller ou de les appeler alors qu'ils sont présents. Bon, donc il faut organiser ça. Après quoi, il faut aussi que la police nationale, elle, puisse avoir les moyens d'intervenir quand c'est nécessaire et de distinguer bien les deux missions. Voilà. Et les personnes, vous savez, en matière de sécurité, comment vous dire, elle parle aussi du problème de la possibilité d'aller et de venir, par exemple, le soir. Et beaucoup nous ont décrit, alors je sais que c'est un peu en parallèle, mais nous ont décrit le fait que les lumières de rue dans certains quartiers ne marchent pas. Et on a des personnes qui nous disent moi je rentre bien avant parce que je ne peux pas passer dans ma rue parce que c'est noir. Parfois on les éteint aussi pour lutter contre la pollution visuelle. Bon, à un moment, si ça permet à certains d'aller devenir un petit peu en sécurité, il faut quand même prendre la mesure de leur demande. Est-ce que c'est un sujet qui interpelle sur TikTok ? Oui, beaucoup. On a beaucoup de questions qui viennent d'arriver. On a notamment Chiara qui nous demande ce que vous ferez, vous, en tant que maire, pour lutter contre le narcotrafic. Alors, moi, j'utilise d'ailleurs pas le mot forcément de narcotrafic, parce qu'on est en l'état d'un trafic de drogue effectivement évident, ça c'est certain, qui s'est développé, c'est certain, et on a des points qui sont des points de deal qui sont effectivement remarquables au sens premier du terme, ils sont remarqués et remarquables. Bon. Donc il faut intervenir sur ces points de deal, mais ce qui nous manque quand même, dans ces quartiers en particulier où ça se développe, c'est de la prévention. Je veux dire que la sanction de ceux qui s'y prêtent, j'en suis bien d'accord, mais le fait qu'il n'y ait dans ces quartiers plus personne au niveau de la prévention, au niveau des éducateurs de rue, au niveau de la prise en charge des personnes en difficulté, précaires ou des enfants en difficulté, font que beaucoup, malheureusement, et je m'occupe moi personnellement d'un certain nombre de mineurs isolés qui, si on ne les prend pas en charge, vont être happés
tout simplement happés par le trafic. Je veux dire, tout ça, ça passe par des phases de prévention sérieuses, en même temps que des phases de sanction. En même temps, il faut dire les choses de façon, comment dire, non emphatique. Hein, voilà. Parce que, certes, on a un volume d'activité sur ce point qui a certainement augmenté. On n'est pas dans un descriptif de guerre narcotrafiquante. Voilà. On n'est par exemple pas producteur de drogue, contrairement aux pays dont on s'inspire quand on parle de narcotrafic. Absolument. Il nous reste un peu plus de 10 minutes et je voudrais, Mireille Damiano, qu'on revienne un peu sur votre engagement politique. On voudrait savoir d'où vient cette fibre militante. Vous me disiez en préparant l'entretien que ça a commencé au lycée. Parce qu'alors, vous aviez 16-17 ans en mai 68, c'est ça? Oui, moi, en mai 68, j'avais 15 ans. Bon, et c'est vrai que je suis un enfant de 68 quelque part. Hein. Quand on me dit qu'il y a un peu 68 c'est pas faux. C'est la révolte anti-autoritaire, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'a là. Ensuite, bon, c'est vrai qu'en étant étudiante, moi j'ai choisi une voie qui n'est pas tout à fait celle dans laquelle j'exerce, puisque j'étais historienne. Bon. Et que dans le cadre de cet premier engagement scolaire, si j'ose dire, j'ai fait aussi la connaissance d'un certain nombre de gens qui réfléchissent sur la manière dont est organisée la société, de façon effectivement un petit peu radicale. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, et ça m'a fait m'engager d'ailleurs ailleurs, parce que du coup, je me suis dit, je ne vais pas être professeur d'histoire, c'est bien que je respecte tout à fait les professeurs d'histoire, mais du coup, je me suis engagée dans le droit pour aller sur le droit des personnes. Voilà. Vous avez milité au sein de la gauche prolétarienne. Là, à l'époque, on pouvait dire que vous étiez d'extrême gauche. Peut-être, oui. Effectivement, c'est un mouvement qualifié de, oui, bien sûr. Ça ressemblait à quoi, Nice, en mai 68 ? En mai 68, ça ressemblait à des espèces de rassemblements complètement spontex, hein, puisque le mot va bien d'ailleurs avec l'époque, sur des informations de ce qu'il y avait un débat, un rassemblement à tel ou tel endroit, dans les lycées d'ailleurs, dans les cours de lycée, devant les lycées, etc. De ce point de vue-là, il y avait un certain enthousiasme aussi. Après, ce que sont devenus les uns les autres, ça c'est autre chose. Et vos parents vous disaient quoi ? De faire un peu attention à moi. Ils étaient eux-mêmes engagés ? Pas du tout. Pas du tout. Mes parents sont d'une extraction extrêmement populaire, mais j'en suis extrêmement fière, qui ont pris à bras-le-corps la possibilité qu'il y avait à ce moment-là d'un ascenseur social. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient tellement, inquiets de ce que je ne me loupe pas, entre guillemets, sur le plan de mes études. Et mon père voulait absolument que je sois notaire. J'ai dit non, moi je veux défendre les gens, je serai avocate, et voilà. Enfin, vous avez d'abord fait un crochet par des entreprises, parce que vous avez mené cette expérience d'étudiant en entreprise. Oui. Alors, étudiant, le fait est que notre propos était de parler au peuple, par le peuple, et qu'il fallait donc forcément se fondre dans la masse populaire. Et en ces conséquences-là, on avait une expérience qui était de travailler en usine, quand c'était en usine, en entreprise, et c'est l'expérience que j'ai faite en 70. Dans une entreprise d'embobinage électrique. Oui, la sphère, pour ne pas la nommer. Et donc ensuite, vous êtes devenue avocate. Ouais. Vous avez beaucoup milité pour la cause des migrants ces dernières années. Pourquoi c'était une évidence pour vous ? Alors déjà, puisque pour revenir à notre liste, on a des gens qui viennent d'associations, de syndicats, etc. Moi, mon syndicat, c'est le syndicat des avocats de France. Vous savez, c'est celui où vous mettez toujours une petite parenthèse gauche à côté, hein, question de ne pas les confondre. Et moi, au moment même où j'accède à la profession, je rentre au syndicat des avocats de France avec notre propos, c'était plus de justice pour tout le monde et pour tous les justiciables, avec une justice plus humaine. Donc, immédiatement, ma pratique professionnelle, elle a été complètement tournée vers ce type de défense, qui était une défense principalement pour moi travailliste des salariés ou et aux côtés des personnes qui pouvaient avoir un problème de liberté d'expression.
Moi, j'ai beaucoup, effectivement, défendu des militants qui étaient recherchés de ce que l'on disait des délits de solidarité. C'est pour ça que je suis intervenue dans la Roya, c'est pour ça qu'on a eu une défense exceptionnelle de Martine Landry à l'époque, et que la liberté d'expression et la possibilité de garantir ce droit fondamental d'un état de droit et de la démocratie a fait que finalement, comment dire, le pas entre ce que je fais sur un plan professionnel et ce que j'aspire à faire dans le champ politique, pour moi, c'est pas si différent. C'est pas si différent parce que faire changer la loi, c'est quelquefois peut-être un petit peu difficile, bien que nous avons beaucoup essayé et on essaye encore au sein de mon syndicat. Mais finalement, le faire par la pratique et le changement radical que l'on peut imaginer sociétal, c'est pas si différent. Sauf que cette défense des migrants, ça vous a valu des menaces de mort. Oui. Je suis retombée sur ce message. Oui. Où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, les traîtres seront châtiés, c'est ce que vous avez reçu, accompagné d'une photographie de pendu et d'un écriteau « J'ai accueilli un migrant ». Exactement, j'ai reçu une carte postale dans ma boîte aux lettres avec cette photo où il y avait une femme pendue et le commentaire que vous dites. Je dois dire que sur le coup, les services de police sont inquiétés évidemment de savoir si on pouvait trouver quelque chose. Ça a été extrêmement difficile, mais c'est impressionnant quand même. Et je dois dire qu'à l'époque, mes enfants ne voulaient absolument pas que je sorte du cabinet trop tard et que je fasse très attention à moi. Mais voilà. Et l'accueil des migrants, et notamment des mineurs isolés, c'est un de vos combats. Ça dépend du département. Si vous êtes élu maire, est-ce que vous aurez une marge de manœuvre ? Alors, on a quand même quelques possibilités. Bien sûr que, et du coup, ça me permet de dire tout ce que je pense du mal du département et de l'aide sociale à l'enfance en matière de mineurs isolés, parce que c'est bien malheureusement eux qui ne les accueillent pas et avec lesquels on a bien des déboires. Mais il n'empêche qu'une ville peut être accueillante en ce sens qu'elle peut aller au-delà de ce qui lui est imposé. Je veux dire que des lieux d'accueil qui soient performants ou en tout cas des lieux de réorientation, on peut parfaitement le faire. Y compris pas que pour les mineurs isolés d'ailleurs. On a malheureusement d'autres profils de personnes en difficulté. Je pense aux femmes victimes de violences, bien sûr, où il faut aussi être à l'initiative de lieux d'accueil et d'accompagnement surtout. Et c'est pareil pour les mineurs. On va finir de dérouler le fil de votre engagement politique. Donc, jeune étudiante 68 Ardes, jeune avocate au service des travailleurs puis des migrants. Comment vous vous retrouvez tête de liste au municipal en 2020 ? Qui vient vous chercher ? Qui vous convainc ? Est-ce que c'est plutôt vous qui allez chercher cette place ? Non, il se trouve que... il y avait à ce moment-là une réunion diverse d'associations qui se réunissaient à la gauche du PS, pour être clair, et qui réfléchissaient à la manière dont on pouvait peser sur les choses et sur la manière de les changer. Et je le dénonce, c'est David Nakache qui, à un moment donné, parce que nous travaillions sur les mineurs ensemble et que nous avions déjà des liens d'organisation d'un pôle juridique pour ce faire, qui me dit pourquoi est-ce que tu ne viens pas regarder un petit peu ce qui se passe et les débats qu'il y a, etc. Et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée dans cet espace de création qui aura donné lieu à Viva, et que j'ai trouvé cet enthousiasme et cette multiplication d'idées venant d'horizons finalement différents et de gens qui arrivaient à s'entendre et à se parler, complètement enthousiasmante. Et quand on a mis en place cette idée de liste et cette annonce-là, et qu'on me dit « est-ce que tu voudrais bien la mener ?» moi je n'ai pas vraiment d'ego et je suis éminemment, conquise par l'aspect collectif. Je veux dire, je ne suis pas une tête de liste. Voilà, je suis avec un collectif et voilà, vous m'avez confié une certaine responsabilité, mais ensemble. David Nakache, président de Tous Citoyens, l'association.
Et c'est pas un mince combat que vous menez avec cette course au municipal, puisque vous vous présentez dans une ville qui est historiquement un bastion de la droite. Et justement, c'est une question de Chiara sur le live qui vous demande comment vous comptez exister au milieu de Christian Estrosi et Éric Ciotti. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la campagne qu'ils développent, eux, est finalement faite de ce qui doit nous pousser à montrer autre chose. Hein. Et quand, par exemple, nous faisons alors ce qu'on appelait des assemblées populaires, hein, que nous appelons maintenant des cafés populaires, ou que nous faisons des tractages ou du porte-à-porte et que nous entretenons des liens forts avec les habitants et les habitantes, je dis que cet aspect-là de notre campagne, de la manière dont nous le faisons et de ce que nous donnons à voir de ce qu'on est, ça permet, alors le mot exister, il est peut-être pas finalement le bon, hein, mais il est au moins, il est de nature à montrer qu'on peut faire autrement. Mais voilà. Dans votre façon d'être et de faire, le fait que vous ne soyez pas vous-même un animal politique, vous me faites un peu penser à Michel Rubirola. Est-ce que vous avez sincèrement envie d'exercer le pouvoir ? Donc, Michel Rubirola, élu maire de Marseille, mais qui finalement a laissé le pouvoir à Benoît Payan une fois l'élection passée. Je n'étais pas dans les tractations et j'en sais rien. Non, quand je dis c'est collectif, je veux dire par là que nous fonctionnons nous-mêmes démocratiquement, pour le coup, et qu'à partir du moment où on prend une responsabilité, on la prend jusqu'au bout. Donc non, je ne déserterai pas si nécessaire, du tout. À quoi ressemblera Nice dans 6 ou 7 ans, si vous êtes élu maire ? Écoutez, on a écrit un texte qui était un texte un peu, comment dire, de présentation de la ville, et on l'a appelé la ville que nous voulons. Hein. Et cette ville que nous voulons, c'est une ville inclusive. C'est une ville où on n'a pas parlé d'elle, mais quand même l'aspect féministe, il est hyper important, où les femmes ne seraient pas invisibilisées, où on pourrait circuler correctement, et on a développé beaucoup la ville du quart d'heure. Vous savez, la ville du quart d'heure, c'est une notion qui est quand même assez chouette, parce que ça veut dire qu'à un quart d'heure de chez vous, vous avez des services publics, vous avez de la culture, vous avez des échanges possibles, vous avez de quoi vous poser éventuellement et d'échanger. Cette espèce de lieu où cet échange-là serait mis en évidence et puis possible, c'est un peu la ville qu'on veut. Ça fait tout juste 1 heure qu'on est ensemble. Merci d'avoir répondu, Mireille Damiano, à vos questions et puis à celles des internautes. Merci à vous, Julie, de les avoir relayées. Et à très vite.